Tous les économistes, quelle que soit d'ailleurs leur position par rapport au capitalisme, disent que le but de l'entreprise est de maximiser le profit. Et pourtant, on trouve une autre conception de l'entreprise dans la littérature économique, c'est celle de Schumpeter. Selon la pensée de Schumpeter, que l'opinion n'a généralement pas reprise, mais qui existe, l'entreprise a pour fonction d'innover et de prendre des risques, et c'est ainsi qu'il définit le rôle de l'entrepreneur. Mais maximiser le profit et prendre le risque d'innover, est-ce que c'est la même chose ? Et d'ailleurs, dire que l'entreprise a pour but de maximiser le profit, c'est excessivement simple. C'est comme si l'on disait que le but du politique, c'est de gagner les élections. Et cela n'évoque pas du tout les choix que l'entrepreneur doit faire en termes d'organisation, de technique, de produits, de commerce, etc., et qui forment la trame de son emploi du temps de tous les jours. Quand vous dirigez une entreprise, vous devez arbitrer en permanence entre les divers moyens qui contribuent à la pérennité de l'entreprise, et le profit n'est que l'un d'entre eux. Et donc réduire l'entreprise à, guillemets, maximiser le profit, c'est un schématisme qui va bien sûr au-devant de l'opinion de ces gens simples qui pensent en France que le seul souci du patron, entre guillemets, est de produire de l'argent, entre guillemets, pour s'enrichir toujours plus. Et ces personnes-là ne font pas la différence entre le personnage de l'entrepreneur et le personnage du prédateur. Le prédateur qui est, comme le dit Littré, l'homme qui vit de proie. Et pourtant, cette différence existe, même si on trouve des prédateurs à la tête des entreprises. Le but de l'entrepreneur est de construire et de produire dans la durée. Le but du prédateur est de détruire pour s'emparer de la richesse. Et d'ailleurs, rien n'est plus profitable, c'est vrai, que de détruire un patrimoine mal protégé. Parce qu'on consomme la richesse qui a été accumulée par d'autres au lieu de se fatiguer à la produire. Il est facile, par exemple, de faire apparaître un profit momentané dans le compte d'exploitation en brûlant des parts mal comptabilisées du patrimoine de l'entreprise. C'est ce qu'a fait Bull en démantelant sa recherche et ce que fait France Télécom en dilapidant la compétence des salariés et la confiance des clients. Les chefs d'entreprise qui font ça s'attirent les applaudissements des comptables et des actionnaires, mais ils détruisent fondamentalement leur entreprise. Dans l'économie, le personnage du prédateur et celui de l'entrepreneur se livrent un conflit radical. Radical parce qu'il oppose deux conceptions des valeurs fondamentales qui orientent le destin humain. Et étant radical, ce conflit est aussi violent qu'une tragédie de Shakespeare. Le malheur, c'est qu'une expression comme maximiser le profit masque ce conflit en le recouvrant d'une unanimité fallacieuse. Et pour faire apparaître le drame que cette unanimité cache, il faut la dépasser. Lorsqu'un conseil d'administration élit un PDG, il lui confère une onction, un peu comme l'onction qui est donnée à l'évêque au moment de son sacre, mais elle ne s'accompagne pas d'une grâce d'État qui, comme par miracle, lui conférerait les qualités d'un entrepreneur. Parmi les dirigeants des entreprises, les vrais entrepreneurs seront donc en minorité, tout comme, on le constate, les vrais stratèges sont en minorité parmi les généraux. Les étoiles sur les épaules n'apportent pas la grâce d'État du stratège. Il faut savoir donc à qui on a affaire, parce que le style du dirigeant aura un effet déterminant sur l'entreprise. Et d'une manière plus globale, le style qu'adopte une classe dirigeante dans son ensemble a un effet déterminant sur une économie dans son ensemble. Évidemment, pour savoir ce qu'est un entrepreneur, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'une entreprise. Et pour cela, il ne faut pas prendre les points de vue particuliers des diverses parties prenantes, il faut regarder ce que l'entreprise fait. Quelle est son action ? Le fait est qu'une entreprise consomme des matières premières pour élaborer des produits qu'elle placera entre les mains des consommateurs. Elle se trouve ainsi placée dans la biosphère, à la charnière entre la nature où elle puise ses ressources et injecte des déchets, et la société à qui elle procure le bien-être matériel. Et le fait est qu'il existe des personnes qui assument cette mission-là, qui ont pour passion d'aménager la nature, de faire, j'oserais le dire, de faire l'amour avec la nature pour rendre le monde habitable. Et ces personnes, ce sont les entrepreneurs.
Le maître mot de l'entrepreneur est ingénierie. Qu'il s'agisse d'ingénierie des affaires, d'ingénierie des techniques, d'ingénierie des besoins. Et sa fonction, quand il est à la tête d'une entreprise, est d'orienter l'action de l'entreprise en lui indiquant ses priorités. Il a une responsabilité civique et il est conscient de remplir une fonction utile. La chose publique lui importe. Il est fondamentalement un républicain, au sens profond du terme. Il porte aussi le poids d'une responsabilité humaine envers les personnes avec lesquelles il travaille. Quand on est chef d'entreprise, on n'est pas indifférent au fait que le bonheur, l'équilibre, la joie de vivre des collaborateurs dépendent de la manière dont on organise l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on leur fasse des câlins, mais il y a cette responsabilité. Et le profit est pour l'entrepreneur un moyen qui lui permet de conserver son indépendance et sa liberté de décision et de développer son entreprise en investissant. Mais il n'est pas le seul but de son action. Le but de son action, fondamentalement, ce serait d'assurer la pérennité et le développement de son entreprise. Et le profit, encore une fois, n'est pas le seul des facteurs qui y contribuent. Alors, si on accepte ce portrait de l'entrepreneur, sa différence avec le prédateur saute aux yeux. Un prédateur qui dirige une entreprise est complètement indifférent à l'utilité des produits, pourvu qu'ils se vendent et que cela rapporte de l'argent, et peu lui importera ce que deviendront les déchets. C'est ainsi que les opérateurs télécoms pratiquent l'écrémage en équipant que les zones denses, que les banques, on en a de multiples témoignages, contraignent les conseillers clientèle à gaver les clients de produits financiers plus ou moins frelatés. Et alors que l'intellect de l'entrepreneur se condense dans l'ingénierie, dans les diverses ingénieries de l'entreprise, celui du prédateur se condense dans le marketing noir. Manipulation de la demande, corruption des acheteurs, des contrôleurs, des magistrats et des politiques. Le prédateur est un être très actif, très réactif. Il est vigilant et il est à l'affût. Parce que quand on est à la chasse des proies, il faut avoir l'œil vif. Et il vit dans un monde archaïque, un monde féodal qui fleurit sur la décomposition des empires, comme la féodalité en Europe a fleuri sur la décomposition de l'empire carolingien, et où la richesse se gagne à la pointe de l'épée, et où le pouvoir s'organise selon la relation de vassal à seigneur. Bertrand de Born, le poète du XIIe siècle, qui était un petit seigneur du sud-ouest, disait « Celui-là sera riche qui prendra de bon cœur ». Et il ajoutait « Sans cesse, je me bats, je m'escrime, je me défends et je me bagarre ». Au prédateur répond dans le corps de la société un autre personnage, le révolté, qui, ne voyant dans les institutions rien d'autre que de la prédation, souhaite les détruire toutes pour bâtir un monde qu'il croit idéal. Le petit livre qui s'appelle « L'insurrection qui vient » donnait une excellente illustration de cette mentalité. Le révolté est certes en conflit avec le prédateur, mais au fond, il partage la même conception guerrière de la société. Et il conspire en fait en vue de la destruction des institutions et de l'économie. L'entrepreneur a lui aussi un acolyte qui, dans le corps de la société, répond et correspond avec l'entrepreneur. C'est l'animateur, un peu ce personnage constructif et modeste qu'on rencontre dans toutes les entreprises, et qui, sans faire d'histoire, fait tourner l'entreprise en lubrifiant les relations humaines et en corrigeant les défauts et les lacunes de l'organisation lorsque l'occasion s'en présente. Je me rappelle ces gens de chez Renault qui disaient si on appliquait les consignes de la direction générale, l'entreprise s'arrêterait tout de suite, et donc on sait faire avec. Alors ces animateurs sont relativement peu nombreux, mais c'est grâce à eux que les entreprises fonctionnent et c'est grâce à eux finalement que nous n'aurons pas de faim parce que si les entreprises ne fonctionnaient pas, nous serions morts économiquement. L'entrepreneur et le prédateur se ressemblent. Ce sont tous les deux des dirigeants. Ils sont souvent autoritaires, ils s'habillent de la même façon, ils ont le même genre de voiture, etc. Et donc, effectivement, on peut les confondre. Ce qui les distingue, en fait, ça se trouve à l'intérieur d'eux-mêmes, dans cette couche profonde de la personnalité, où chacun choisit le sens qu'il donne à son action et à son destin. Le prédateur
cherche à ressusciter un ordre féodal dans la société contemporaine, et parfois il n'y parvient que trop bien. L'entrepreneur promeut et défend la chose publique, disons la République. Leur conflit est en fait une lutte à mort, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un conflit d'idées, il s'agit de deux mondes inconciliables, antagoniques et qui cherchent à se détruire mutuellement. Si l'on parvient en France, dans l'ensemble et en moyenne, à se nourrir, à se loger, à se vêtir et à se faire soigner convenablement, c'est grâce aux entrepreneurs et aux animateurs. Ce bien-être collectif, et encore une fois en moyenne, prouve donc que même si les entrepreneurs sont en minorité parmi les dirigeants, ils sont parvenus, chez nous, à contenir les effets de la prédation. Mais la crise de sous-emploi et l'inefficacité massive qui l'accompagne indiquent que dans l'économie contemporaine, les entrepreneurs risquent de ne plus avoir le dessus. Le prédateur bénéficie toujours d'une plus grande liberté d'action parce que son initiative n'est pas limitée, comme celle de l'entrepreneur, par les barrières qu'imposent la loi et la morale. En outre, l'économie contemporaine offre aux prédateurs, avec l'informatique et les réseaux, l'arme imparable du blanchiment qui leur permet de faire communiquer l'économie légale et la prédation illégale, ou même criminelle, selon le principe des vases communicants. Avec le blanchiment, les prédateurs peuvent recycler, en s'appuyant sur la complicité des banques et de certains pays voyous, les profits que leur procure le pillage des ressources naturelles des pays pauvres, le trafic des déchets, l'usure, la contrefaçon, les trafics d'armes et de drogue, le racket, etc., pour prendre le contrôle de pans entiers de l'économie légale et parfois, dans certains pays, le contrôle de l'État lui-même. Ils sont en position de force parce que l'entreprise légale que possède un prédateur n'a évidemment jamais de problème de trésorerie, le blanchiment permettant de l'alimenter à tout moment en liquidité. Et elle sera donc très compétitive. C'est pourquoi les doctrinaires, parmi les économistes, qui voient dans la concurrence pure et parfaite le seul moyen de développer l'économie, pavent, sans le savoir sans doute, la voie des prédateurs. La force de l'entrepreneur réside dans son efficacité, dans son indépendance, dans son alliance avec des animateurs. Elle peut ne pas suffire. Nous le voyons puisque des secteurs économiques entiers, des régions, des pays même, sont tombés entre les mains des prédateurs. Il en résulte, partout le prédateur triomphe, une destruction massive de ressources, une pollution généralisée de la nature et des esprits. Mais il manque quelque chose à notre schéma, si l'on considère l'économie française. La présenter comme le théâtre du conflit entre l'entrepreneur et le prédateur, ça ne suffit pas, parce qu'il s'intercale un troisième personnage, celui du mondain. Le monde de ce personnage-là n'est pas la République, ni la féodalité, mais celui plus archaïque encore de la tribu. La tribu qui est historiquement antérieure à la formation des empires, comme à leur décomposition féodale. Nous connaissons tous de ces gens qui appartiennent au bon milieu des grands corps de l'État ou des grandes familles et qui prospèrent dans les cabinets ministériels et les conseils d'administration. Ils trouvent tout naturel de diriger des entreprises dont ils ne comprennent ni les produits, ni les techniques, ni les clients. Et depuis quelques décennies, l'élite dirigeante française se recrute parmi des gens qui ont été formés aux subtilités du jeu politique et du droit administratif, et qui ont pris dans l'économie des responsabilités importantes. Au beau milieu du conflit entre l'entrepreneur et le prédateur, le mondain est lourd à vie, se sentant inconscient qui sourit béatement, content de soi, content de son réseau de relations, ravi de sa tenue à table et de son tailleur. Et sans rien comprendre, bien sûr, ni à l'entreprise, ni à la prédation, ni au conflit entre l'entrepreneur et le prédateur. Les mondains poussent ainsi comme des champignons sur les entreprises qu'ils parasitent. Leur arme, ce sont les médias, devant lesquels ils sont à l'aise, car ils parlent bien, ils écrivent bien aussi d'ailleurs, ils ont appris, ce sont de bons élèves. Et les médias confortent leur image et leur légitimité.
Toute leur stratégie se condense dans des opérations de fusion et d'absorption qui se discutent entre mondains dans le cadre feutré des conseils d'administration. Feutré, mais pas sans conflit, hein, c'est évident. Mais enfin, distingué. Le mondain dirige, mais sans être conscient des risques ni des opportunités autres que ceux qui se manifestent dans sa tribu. Et pour survivre à un tel dirigeant, il faut que l'entreprise soit très solide, qu'elle jouisse d'une situation géographique ou d'acquis techniques très avantageux. Et ça ne suffit pas toujours, comme l'ont montré les affaires du Crédit Lyonnais, de Vivendi ou de France Télécom. D'autres grandes entreprises françaises sont sur la même pente. Tandis que le révolté répond au prédateur et que l'animateur répond à l'entrepreneur, c'est le salarié passif qui répond au mondain. Que peut faire en effet dans l'entreprise un salarié qui n'a pour lui que sa compétence, mais qui n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter et qui se trouve en outre soumis à l'influence des médias, dont l'admiration pour le mondain s'achète à coups de contrats publicitaires? Les économistes dédaigneront peut-être ce schéma à trois personnages. Ils le qualifieront de sociologique, et ce mot-là, dans leur bouche, est méprisant. Ils préfèrent le schéma plus simple, selon lequel l'entreprise est dirigée par un entrepreneur et a pour seul but de maximiser le profit. C'est bien commode, hein, la maximisation du profit, ça leur permet de construire des modèles à coup de calcul différentiel, puisque maximiser une fonction, c'est une affaire de mathématiques. Mais quel est le schéma qui éclaire le mieux notre système productif? Le fonctionnement d'une économie ne dépend-il pas du monde auquel appartient la majorité de ses dirigeants? Si les entrepreneurs disparaissent, s'il n'y en a plus, la société se partagera entre les passifs et les révoltés. Comment croire que cela n'aura d'influence ni sur l'efficacité, ni sur l'innovation? Notre schéma permet d'interpréter la lutte que les entrepreneurs livrent en Italie pour sortir de la griffe des prédateurs mafieux. Il explique comment les richesses naturelles de l'Afrique ont pu être exploitées au détriment de sa population bien après la fin du régime colonial. Il explique comment des prédateurs ont pu s'emparer du pouvoir politique dans les ruines de l'Empire soviétique. Il explique aussi la destruction massive de capital que provoque le dogmatisme libéral auquel adhèrent les mondains en majorité. Donc il est puissamment explicatif et bien plus que cette simple phrase sur la maximisation du profit. Il faut cependant lui apporter quelques nuances, car il ne convient pas de classer des personnes selon leur origine, comme on classe les bouteilles de vin selon leur étiquette. Il peut se trouver un entrepreneur même parmi les inspecteurs des finances. Il peut arriver aussi qu'un mondain ou un prédateur se transforme sur le tard en entrepreneur, tout comme il arrivait sous Louis XIV, qu'un courtisan se révèle sur le champ de bataille un stratège efficace. Le même individu doit d'ailleurs savoir jouer plusieurs personnages. Un dirigeant français qui refuserait absolument de se plier au cérémonial des mondains ou d'utiliser certains des procédés guerriers du prédateur mettrait son entreprise en danger. Il n'est donc pas facile de savoir à qui on a affaire. Et le meilleur moyen, c'est de percer la carapace des apparences en observant les comportements. Regardons par exemple ce que les dirigeants font de leurs revenus. L'entrepreneur investit son revenu pour développer l'entreprise, tandis que le prédateur va le dépenser en résidences, en fêtes, en bateaux et avions privés, et que le mondain, lui, va accumuler une fortune pour ses enfants, dont il souhaite faire des aristocrates. Les mondains aiment bien acheter des châteaux, d'ailleurs, j'ai remarqué ça. Le système d'information fournit un autre critère. Alors qu'il est devenu, pour l'entrepreneur, l'outil essentiel, car l'entrepreneur est attentif à l'évolution des techniques et des méthodes, le prédateur ne s'y intéresse que pour masquer des opérations financières, et le mondain, lui, considérant que l'informatique, c'est de la technique, méprise le système d'information comme il méprise tout ce qui est technique. Je me rappelle une conférence de Michel Bon à Dauphine,
lors de laquelle il a dit devant un parterre d'étudiants admiratifs « La technique, moi, je n'en ai rien à foutre ». Si les Français n'aiment pas les entreprises et ne comprennent pas les entrepreneurs, c'est parce qu'ils croient que le monde des dirigeants est homogène et qu'ils ne perçoivent pas les différences et les conflits qui les divisent. Quand ces différences sont mises en évidence, l'utilité sociale des entrepreneurs saute aux yeux, ainsi que celle des animateurs. La société peut alors s'affranchir du couple stérile que forment la passivité et la révolte, seule réponse qui subsisterait en face d'une classe dirigeante qui ne comprendrait que des mondains et des prédateurs.